de nuestra costumbre vamos a aplicar nuestro lema, saber para decidir y argumentar para saber. Así es que nos conducimos en la fuerza de los argumentos. Ustedes saben que este es el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, un programa de opinión, de libertad de expresión, que se ocupa de los problemas nacionales e internacionales, no solo de la vida cotidiana, sino también de los problemas intelectuales y teóricos. Pues hoy tenemos una gran combinación, los problemas políticos, los problemas conceptuales y los problemas teóricos. Entonces, vamos a mirar con una autoridad mundial de la sociología contemporánea, el profesor Michel Maffesoli. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Merci beaucoup. Y vino trayéndonos al profesor Maffesoli una autoridad nacional, el presidente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, el doctor Fabián Sanabria de la Universidad Nacional, que ha estado ya con nosotros en 2 o 3 ocasiones en el programa y que ustedes conocen el liderazgo que ha hecho entre nosotros. Profesor Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. Muy grato estar aquí, sobre todo con Michel. Muy amable. Tenemos además que agradecer a la Alianza Francesa por haber entrado también en consonancia con el Instituto Colombiano de Antropología para hacer posible esta visita. Agradecemos también a la Escuela de Idiomas de nuestra Universidad de Antioquia, que nos presta a la profesora Marta Pulido, quien estará haciendo la traducción simultánea de esta conversación. Vamos entonces a darle curso a nuestro programa. Primero, el profesor Maffesoli. ¿Quién es el profesor Michel Maffesoli, profesor Fabián? Bueno, Michel Maffesoli es uno de los sociólogos más prolíficos de Europa en este momento, y yo diría de las sociedades contemporáneas, sobre todo porque ha generado su obra una ruptura con una concepción predominante basada en un racionalismo demasiado rígido. Y la obra de Michel Maffesoli considera elementos fundamentales que tienen que ver con lo sensible, con las emociones, con ese retorno de lo arcaico que, ayudado por el desarrollo tecnológico, vuelve hoy y vuelve de una manera preponderante. Y desde hace unos 40 años, Michel Maffesoli fue uno de los primeros sociólogos que habló del conocimiento ordinario, del conocimiento sociológico, pero a partir de lo cotidiano. Esa es su gran apuesta, y yo creo que su obra un poco cumple aquello que decía Max Weber, estar a la altura de lo cotidiano. Muchas gracias, profesor Sanabria. Profesor Maffesoli, nuevamente nuestros agradecimientos por su participación. ¿Cuál ha sido su tarea intelectual para venir a América Latina? ¿Usted quiere visitarnos, quiere conocernos? ¿Qué piensa de nosotros? Bon, je ne vais pas donner des leçons à l'Amérique latine. Je crois que c'est un continent qui, d'une certaine manière, et c'est un peu ma définition actuellement, est le vrai laboratoire de la postmodernité. Un peu comme, d'une certaine manière, l'Europe a été le laboratoire de la modernité. Et je viens très souvent, maintenant depuis quelque temps, grâce au professeur Sanabria, en Colombie, mais je vais très souvent au Brésil. J'ai beaucoup de chercheurs brésiliens qui travaillent sous ma direction. Actuellement, il y a quelques Colombiens et un de Medellín qui s'appelle Pablo Cuartas qui est en train de faire une thèse avec moi. Et voilà, je pense que sur des thèmes importants, à savoir l'importance pour moi du quotidien, l'importance du corps, l'importance en effet, comme le soulignait le professeur Sanabria tout à l'heure, de tout ce qui était les traditions, les racines en quelque sorte, bien, il me semble qu'en Amérique latine, c'est un bel endroit en quelque sorte pour pouvoir d'abord voir et ensuite penser, justement. C'est ça la force des arguments. Hein. Pour avoir des arguments, il faut bien évidemment partir en quelque sorte de ce qu'est la réalité quotidienne. Et là, de ce point de vue, l'Amérique latine est un bon lieu d'observation. Muy bien, usted ha dicho que América Latina es una especie de laboratorio de la posmodernidad, pero podríamos decir también con Edgar Morán, su gran amigo, que este es el laboratorio de la complejidad. ¿Es que hay alguna relación entre lo moderno, lo posmoderno, lo complejo? Oui, c'est une bonne remarque. D'abord, moi, j'apprécie beaucoup le travail d'Edgar Morin, et en particulier, bien sûr, sur la complexité. Et un des éléments, parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais enfin, un des éléments de la postmodernité, c'est bien cette idée que ce n'est plus une société unifiée, universelle, unique,
mais que c'est véritablement une société complexe, dans le sens simple du terme. Hein. Morin le montre bien. La complexité, c'est le tissage, l'entrecroisement de toute une série de petites choses qui constituent le tissu social. Donc je suis tout à fait en accord avec cette idée, à la fois cette complexité, on la trouve en Amérique latine, et en même temps elle est paradigmatique de la postmodernité. Bueno, el profesor Sanabria le dijo a usted, les nombró a Jean Baudrillard, y dice que usted y él han hecho una gran labor, se han conocido, han trabajado juntos. Jean Baudrillard en Colombia es como el demonio, no lo quieren porque dicen que escribe muy enredado, pero usted escribe totalmente claro. ¿Por qué esos estilos tan diferentes? Oui, moi nous avons, je l'ai dit l'autre jour à Bogota, et il y a avec Baudrillard ce que j'appelle un accord divergent, c'est-à-dire un accord de fond sur la nécessité de critiquer ce qui fut la grande caractéristique de la société moderne. En même temps, nos angles d'attaque sont différents. C'est pour ça que je dis divergent, accord et divergent. Mais 2 points parmi bien d'autres. 2 points pour montrer cet accord. D'une part, ce qu'il a montré comme étant une critique de la société de production. C'est-à-dire, dans le fond, c'est lui qui a fait, en 1973, la première critique fort juste, disons, de la dogmatique marxiste. Donc là, de ce point de vue, moi, je partage tout à fait cette perspective-là. Deuxièmement, ce qui fut un tournant important de son œuvre, c'est-à-dire la séduction. Et de mon point de vue, moi, quand j'ai écrit mon livre sur Dionysos, c'était quelque chose de semblable. Et j'étais influencé aussi par Baudrillard, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que mon dionysiaque ? Et c'est la même chose que la séduction, c'est-à-dire se rendre compte qu'on ne peut pas considérer une société uniquement d'un point de vue rationnel, mais qu'il faut prendre en compte les passions, ce que Baudrillard appelle le pathos, les émotions, les passions communes et tout à l'avenant. Voilà 2 points très précis, encore une fois, qui, au-delà de nos divergences, montrent qu'il y a une vraie convergence. Et de surcroît, c'était un ami proche avec lequel j'étais vraiment... on avait des bons rapports de convivence. Muy bien, muchas gracias. Profesor Sanabria, adelante. Oui, je voudrais justement ajouter à ce que Michel Maffisoli vient de dire par rapport à l'œuvre de Jean Baudrillard, cet apport fondamental qu'il a fait d'essayer de tenter de construire une pensée radicale. Oui. Et cette idée de pensée radicale est fort intéressante à notre époque parce que les, disons, clichés, les idées reçues dogmatiques prolifèrent notamment dans l'univers universitaire. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même laisser de côté tous ces discours qui ne sont plus pertinents pour les analyses de ce qui arrive, de ce qu'on voit justement dans divers terrains que notamment Michel Maffisoli a travaillé parce que c'est un sociologue du terrain. Donc Michel Maffisoli, dans ses promenades en Amérique latine et ailleurs, et aussi en Corée, à Tokyo, etc., il a vu comment les diverses manifestations, soit religieuses, soit sportives, soit musicales, montrent ce retour de l'archaïque aidé par le développement technologique. Bueno, profesor, usted habla de la posmodernidad, pero cuando uno lee su obra, por ejemplo, La orgía o La parte del diablo, La tajada del diablo, como lo llamaron en México, uno encuentra que son argumentos propios de la modernidad. Es decir, lo moderno siempre ha sido eso dialéctico que confunde lo nuevo, combina lo viejo y lo nuevo. ¿O qué es lo propio de lo posmoderno? Qu'est-ce qui est propre à la postmodernité? Non, disons que moi j'essaie d'analyser rationnellement ce qui n'est pas forcément rationnel. Ça c'est ma formation, c'est mon âge. Je ne suis pas un hippie, mais j'essaie d'une manière cohérente, je n'ose pas dire scientifique parce que j'aime pas trop le mot, mais enfin, en tout cas cohérente et rigoureuse, de réfléchir sur, comme le disait Fabien Sanabria, sur ce qu'on peut observer. Pour moi, il ne faut pas l'oublier, mon point de départ, c'est la vie quotidienne.
c'est-à-dire il faut toujours chercher en quelque sorte les racines du vivre ensemble. Donc voilà, quand je réfléchis sur l'élément postmoderne, c'est-à-dire le fait que l'important c'est la création, le fait que l'important c'est l'imagination, le fait que l'important c'est le temps présent, j'essaie de le faire le plus rationnellement possible, même si bien évidemment, dans le cadre même de la postmodernité, ce sont des éléments qui sont non rationnels. Je ne dis pas irrationnels, moi je dis non rationnels. Et c'est à partir de cette perspective, et là Fabien l'a bien souligné, qu'il faut essayer de développer ce qu'avait fait Baudrillard, ce que j'essaie de faire à ma manière, ce que fait Edgar Morin. On se rencontrait très souvent tous les trois d'ailleurs. C'était une pensée radicale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une pensée radicale? Une pensée qui va chercher les racines des choses et pas simplement les incantations, pas simplement les idées abstraites qui en effet très souvent tiennent lieu d'analyse un peu dogmatique, ou même beaucoup dogmatique. Voilà. Es cierto, pero ustedes han tenido una gran fortuna de llevar a la vida terrena aquello que Émile Durkheim estaba diciendo sobre las representaciones colectivas, los imaginarios, bueno, como ese mundo simbólico, pero que no se le puede llamar por modernidad, eso es propiamente moderno. Mais justement, ce qu'il arrive maintenant, c'est qu'il y a un retour, il y a quelque chose d'ancien qui revient. Michel Maffesoli vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le temps revient », les formes élémentaires de la postmodernité. Et justement, sous ce titre, il va montrer comment ces choses prémodernes qu'Émile Durkheim analysait par rapport aux formes primitives de classification des tribus australiennes, ces émotions de profondeur viennent aujourd'hui dans la postmodernité, une fois que le discours rationnel du progrès, ou plutôt du progressisme, qui fait un peu un état d'économisation du monde, une sorte d'économie partout, et qui se centre dans un pouvoir vertical, se refouler, si vous voulez, reviennent. Et maintenant, ces émotions de profondeur, ces formes élémentaires, seraient les formes élémentaires de la postmodernité. Correcto. De la posmodernidad, pero entonces, es decir, diríamos que lo nuevo propiamente sería ese enfoque menos dogmático, menos unilateral y más múltiple, pero que es propio del pensamiento moderno, de la concepción moderna del mundo. Oui, mais justement, la conception moderne du monde est en train de s'achever. Et cela est en train de s'achever parce que le monde moderne fixe ses axes, disons, d'analyse dans les contrats. Et aujourd'hui, nous assistons à un monde où il prédomine plutôt le pacte sociétal plutôt que le contrat social. Les émotions, le sensible, c'est pour cela que Michel Maffesoli a écrit un livre remarquable qui s'appelle « L'éloge de la raison sensible », plutôt que la raison tout court, la déesse raison qui, d'une façon surplombante, disait ce qu'on prétendait dire, ce qui était le monde. Mais aujourd'hui, nous assistons à un autre cas de figure complètement différent qui va nous montrer comment les gens, au lieu de cette création individuelle et indivisible, se rendent dans le corps social. C'est-à-dire, il y a un glissement, Michel Maffesoli le dit bien, entre l'individu, ou plutôt de l'individu, vers la personne qui est multiple. Donc il y a des différences substantielles entre ce qui était moderne, une construction qui a duré, qui a eu sa valeur, leur valeur bien sûr de la modernité, mais maintenant nous assistons à un tout autre moment que l'œuvre de Michel Maffesoli et celle de Baudrillard essaient de cernir. Muy bien. Bueno, dentro de esa lógica de pensamiento, usted escribió una obra que trata de demostrar por qué esta sociedad, sobre todo hacia el final del siglo XX, era una sociedad, la sociedad moderna era una sociedad que había entrado al mundo de la sensibilidad y de la orgía. Usted la llamó la orgía. ¿Continuamos en esa onda de hace 25 años o ha cambiado algo de allá para acá? L'ombre de Dionys. Oui, oui. Voilà. Oui. Mon livre s'appelait en français « L'ombre de Dionysos ». Et il a été traduit dans
plusieurs langues en gardant le titre L'ombre de Dionysos. Et il y a uniquement en espagnol qui s'appelle De la Orgía. De la Orgía. Mais peu importe, peu importe. Pero la tesis central se refiere a Bien eso. sûr. Non, l'orgie, moi j'aime beaucoup les références étymologiques, hein, l'étymologie grecque. L'orgie, ça veut dire orgué en grec, c'est la passion. Hein. Je voulais montrer uniquement que ce qui était actuellement en gestation, ce qui allait se développer, c'était le partage des passions communes, le partage des émotions. Alors j'ai écrit ce livre en 82, je ne sais plus, il est paru en 82 en France, donc ça fait déjà, oui, ça fait 30 ans en fait, 30 ans. Ça fait 30 ans. Mais je persiste et signe, c'est-à-dire que je vais faire paraître en septembre, Fabien le signalait tout à l'heure, un livre qui va s'appeler Homo Eroticus, qui est 30 ans après la continuation. C'est-à-dire que je vais essayer de montrer d'une manière peut-être plus fouillée et plus analysée que dans ce livre, l'importance en effet des émotions collectives, sportives, musicales, religieuses, montrer en quelque sorte comment on ne peut pas comprendre le lien social si on reste sur une conception purement rationnelle, voire rationaliste, mais qu'il y a de diverses manières l'intrusion justement des passions dans la vie collective. Oui, donc je persiste et signe, je continue à penser que ce qui va être en jeu dans la postmodernité, de plus en plus, ça va être le retour des émotions, hein, le mot émotionnel, et que le travail des arguments, si on veut agir, si on veut penser, il faut prendre en compte, il faut prendre acte du fait qu'il y a ces passions communes qui vont, je dirais, je fais exprès d'employer ce mot, contaminer l'ensemble de la vie sociale. Et ainsi que le soulignait le professeur Dabria tout à l'heure, il se trouve que ces passions trouvent l'aide du développement technologique, c'est-à-dire Internet. Et on voit bien comment dans les réseaux communautaires, les forums de discussion, Twitter, les blogs, etc., il y a de la contamination des passions et des émotions pour le meilleur et pour le pire. Donc il faut justement, et ça c'est notre travail intellectuel, savoir réfléchir, savoir penser, pour aider ensuite après le politique à agir en conséquence. Podríamos decir entonces que la era de la orgía o de las nuevas sensaciones es una tesis que va en contra o se diferencia de la tesis de la era del vacío. De la era del vacío, de Lipovetsky. De l'ère du vide, de Lipovetsky. Ah, oui, oui. Oui, moi, d'abord, je n'ai pas envie de polémiquer avec mes collègues français, mais disons que je n'ai pas une conception pessimiste de ce qui est en train d'émerger. Hein. C'est-à-dire, je vais le dire au travers d'une petite formule que j'emploie, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que quand on regarde, c'est l'objet de nos études dans le centre que je dirige à la Sorbonne, quand on regarde les jeunes générations, leurs pratiques, je trouve qu'au contraire, il y a une vraie vitalité. Hein, le monde est difficile, on a du mal à trouver du travail, à trouver des logements, il faut arriver à vivre ensemble dans un monde qui est cruel. Et je dirais, un peu à la manière de Galilée, hein, quand on le condamnait, il disait en italien « eppur si muove », pourtant elle tourne. Et sin embargo, la cosa se mueve. Voilà. Sin embargo, se mueve. Eh bien, moi, je dirais « et pourtant ça vit ». Hein, c'est-à-dire que quand on regarde ces jeunes générations, on voit que ce n'est pas du vide, ce n'est pas l'ère du vide. C'est au contraire l'ère des passions partagées, l'ère des émotions partagées. Alors voilà, moi, ce que j'appelle orgie. Hein. Il ne faut pas réduire l'orgie à sa dimension sexuelle. Hein, l'orgie, j'insiste là-dessus, c'est une ambiance émotionnelle. Et il se trouve que c'est au travers et grâce et par cette ambiance émotionnelle que ces jeunes générations sont en train de vivre avec un vitalisme réel. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a pas du vide, il y a au contraire une ère du plein. Je pourrais poser une question, Michel Maffesoli, par rapport au vitalisme. Quelle est la relation entre ce vitalisme et la notion de l'invital chez Bergson, par exemple? Oui, non, mais Pero permítame un segundo, vamos a invitarlos a unos mensajes y enseguida volvemos. En la
fuerza de los argumentos tenemos al profesor Michel Maffesoli y acaba de preguntarle Fabián Sanabria acerca de las teorías del vitalismo cósmico, de donde sacó el origen de sus tesis. Profesor, adelante. Oui. Moi, ma réponse est simple, oui. C'est-à-dire que j'ai été influencé par Nietzsche, par un auteur qui a été un auteur allemand, qui est Georg Simmel, que Ortega y Gasset a fait traduire en 1923, déjà, dans la revue Occident, et puis, bien sûr, par Bergson. Et ces auteurs-là ont mis l'accent sur la vie, le vitalisme, l'attitude affirmative par rapport au monde. Ne pas dire constamment non, mais dire oui, oui aussi. Voilà. Et donc c'est ça le vitalisme, c'est-à-dire que notre attitude intellectuelle est une attitude qui toujours nie, considère que ce monde-ci n'est pas bien en fonction d'un meilleur monde à venir, religieux ou politique. Et dans le fond, c'est ça qui domine les 3/4 de la production intellectuelle depuis le XIXe siècle. Sauf, en effet, Nietzsche, sauf Bergson, sauf Simmel, sauf Heidegger, d'une certaine manière. En France, Merleau-Ponty. Et donc, moi, je m'inscris tout à fait dans cette perspective théorique, la philosophie de la vie, le vitalisme. Et il se trouve que ce vitalisme, il me semble, moi, ce que je disais il y a un instant, qu'il est justement vécu très concrètement par les jeunes générations, qui, eux, ces jeunes générations, ne font pas référence à Bergson, ne font pas référence à Nietzsche, ne font pas référence à Simmel, mais vivent très simplement, je dirais, des formulations, faire de sa vie une œuvre d'art, ne pas perdre sa vie à la gagner, mettre l'accent sur la qualité de vie, les forces primordiales. Bon, ça sont des éléments qu'on entend dans la bouche de ces jeunes générations qui ne savent pas d'où ça vient, mais ce n'est pas un problème. L'important, c'est de voir qu'il y a ce vitalisme. Voilà ma réponse. Il faut se référer, à mon avis, à cet élan vital et il faut voir comment cela rentre en connexion avec des pratiques quotidiennes très concrètes de ces jeunes générations. Es que casi siempre se ha criticado de las teorías vitalistas y de las teorías de la vida cotidiana, se ha dicho que no se ocupan del poder y de la política y que por eso se vuelven conservadoras. ¿Cree usted que eso es válido? Bon, c'est un problème qui est vaste et un problème qui est difficile. Mais je pense en effet que la politique n'est plus une préoccupation contemporaine importante. Pourquoi? Parce que quand la politique, à l'origine, s'est élaborée, en son sens étymologique, c'était la prise en charge de la cité. C'est ça, la police, c'est la ville. Bon. Et donc, c'était comment j'arrivais à vivre avec d'autres, ici et maintenant. Et peu à peu, la politique ne concerne plus la vie quotidienne, ne concerne plus ce qui est de l'ordre de la proxémie, mais va au contraire caractériser ce qui est lointain. Moi, j'ai eu un vieux professeur qui était Julien Freund, sociologue connu du politique, qui a écrit un livre sur l'essence du politique, qui montrait que la politique, c'était le projet. Voilà. Et donc, il se trouve qu'actuellement, je dirais, la politique, c'est une antiphrase. C'est un peu comme dans le roman de Orwell, quand il va appeler le ministère de la guerre, ministère de l'amour. C'est-à-dire qu'actuellement, la politique ne se préoccupe pas de la cité, elle se préoccupe du contraire, d'autre chose. D'où le fait qu'en particulier ces jeunes générations, mais pas uniquement, eh bien, s'abstiennent, ne se reconnaissent pas dans la représentation politique, ne se reconnaissent pas dans les hommes politiques. Voilà. Donc, moi, en même temps, il faut vivre ensemble. Il faut arriver à convivre dans un espace donné. Et donc, c'est là où il faut réfléchir à d'autres formes. Moi, j'ai dit domestique, je dis écosophie, c'est-à-dire sensibilité écologique. Bon, voilà ce qui, à mon avis, est en train de prendre la place du politique. J'ai écrit un livre qui s'appelle, je ne suis pas très content de la traduction en espagnol, mais elle existe. Mais le titre de mon livre, c'était La transfiguration du politique. La transfiguración de lo político. Y generalmente lo traducen mal, porque lo traducen como la transformación. Voilà. La noción de transfiguración, además, es una idea muy fuerte, ¿no? Es poderosísima. Et je veux dire par là que la politique est en train de prendre une autre figure, parce que dans le sens, il faut vivre avec d'autres, il faut vivre ensemble. Et donc, moi, mon travail, c'est d'essayer
d'accompagner cette nouvelle figure du vivre ensemble, mais qui ne se retrouve plus dans la politique traditionnelle. Voilà. Oui, de ce point de vue, l'œuvre de Michel Maffesoli a établi aussi une différence qui est fort importante entre la notion traditionnelle du pouvoir qu'a caractérisé une bonne partie du discours, disons, rationaliste, même dans nos académies, dans nos universités, par rapport à la notion de puissance qu'introduit l'œuvre de Michel Maffesoli. On pourrait dire en espagnol « poder versus potencia », le pouvoir qui est un truc surplombant, qui vient du haut en bas, tandis que la notion de puissance serait justement cette idée de potencia, de possibilités un peu inductives qui se vit, qui est vécue. Et c'est tout à fait différent, c'est tout à fait autre chose. Et c'est pour cela que Michel Maffesoli dit que la politique, aujourd'hui, telle que nous la pensons, traditionnellement, n'est plus pertinente. Est plus pertinente le domestique, la maison, les pratiques quotidiennes, les façons de s'habiller, même la mode peut être plus intéressante que la politique telle que nous la concevons. Claro, es que sobre todo en América Latina hemos percibido la política de otra manera por la historia que hemos tenido del ejercicio del poder, un ejercicio de corrupción, un ejercicio de represión, y no se piensa lo político en términos de lo social y de la capacidad que la sociedad entera tiene de participar de él. Es decir, ese enfoque de ustedes tiene que ver más con el conjunto de la sociedad. ¿La sociedad hace parte del poder o no? ¿O solo los estados hacen poder? Yo diría que justamente lo que Michel Maffesoli trata de mostrar en esta transfiguración de lo político es que ya no se trata más de un poder tipo Estado-Nación, ese tipo de figuras del siglo XIX que se están descomponiendo, que están mandadas a recoger hoy en las sociedades contemporáneas y posmodernas, sino más bien de esa potencia, de esas posibilidades que están en lo doméstico, en lo cotidiano, en lo que se vive día a día, y entonces hay un cambio sustancial, hay un desplazamiento importante. Oui, je veux quand même dire quelque chose, un peu dans l'optique de cette idée d'élan vital, hein, du vitalisme. La vraie noblesse du politique, d'une manière étymologique, hein, c'est-à-dire encore une fois, vivre avec d'autres, ici et maintenant. C'est ça. Bon. Il y a, je dirais, une force interne, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est une attitude naturelle en quelque sorte à vivre ensemble, et qui ne se reconnaît plus dans les représentations politiques. Hein. Ce serait la société civile. Moi, j'aime pas cette expression, mais enfin, en tout cas, la société, la vie de tous les jours. Et Weber avait une très belle expression, il disait « être à la hauteur du quotidien ». C'est-à-dire, dans le fond, c'est un peu un paradoxe, être à la hauteur du quotidien. Mais il me paraît que c'est cette force interne qu'il faut reprendre en compte. Vous dites la fuerza de los argumentos. Hein. Mais pour moi, je dirais qu'il y a une force interne à la vie. Et c'est ça la politique, dans le sens fort et vrai du terme. Donc, être attentif à ces manières proxémiques d'être avec l'autre, de vivre avec l'autre, d'arriver à manger, à habiter, à s'habiller, c'est ça la culture. Voilà, donc moi je dis, il faut revenir à ces fondamentaux, à cette base. Et c'est ce que d'une certaine manière, la postmodernité essaie de réfléchir et essaie de faire. Bueno, hay un aspecto muy importante, sobre todo por lo que ha ocurrido en Colombia en relación con la guerra. Hay sectores sociales que dicen que es que existen clases y que la clase social es la que determina y que entonces la sociedad no es en conjunto, sino por sectores, por intereses, en relación con el poder. ¿Usted qué piensa de ese enfoque tradicionalmente marxista? Non, moi je l'ai dit dans diverses discussions aujourd'hui à des étudiants de l'université et puis hier à Bogota. Je ne pense pas que ces grandes catégories marxistes, et en particulier la catégorie de classe sociale, soit encore une catégorie pertinente. Hein, c'est-à-dire que, mais ça c'est d'une manière globale, c'est-à-dire que dans le fond ce sont des catégories qui ont été élaborées et qui étaient pertinentes au XIXe siècle, qui actuellement, compte tenu du développement technologique,
compte tenu, encore une fois, des nouvelles formes que j'ai appelées de tribus, c'est-à-dire des regroupements micro-sociaux, ces grandes catégories de classes ne fonctionnent pas. Si on le dit d'une manière épistémologique, la classe reposait justement sur l'additionnement rationnel d'individus entre eux. Donc j'étais d'une classe bourgeoise, j'étais de la classe ouvrière, j'étais de classe intermédiaire, parce que j'avais une identité stable. Actuellement, le glissement de l'identité vers la personne fait que justement je suis plusieurs. Donc la notion même de classe, qui était pertinente, de classe sociale, qui était pertinente dans la tradition marxiste au 19e et on va dire au début du 20e siècle, n'est plus en phase avec le temps. Voilà, donc malheureusement, nombre de discours universitaires continuent, je dirais d'une manière incantatoire, à chanter les classes sociales. Mais l'incantation, les ethnologues le montrent bien, ça veut dire chanter, l'incantation. C'est on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Et donc, on va proclamer très fort les classes sociales, alors que quand on sort dans la rue, on se rend compte qu'il y a autre chose qui est en jeu. Voilà. Donc moi je dis, et c'est ça notre travail intellectuel, c'est ça la force des arguments, c'est ça réfléchir pour agir, c'est-à-dire non pas réfléchir à partir de dogmes préconçus, mais en fonction de ce que je vois, en fonction de mes tribus urbaines, comment je vais penser, encore une fois, le fait que, voilà, il y a des groupes, des sentiments d'appartenance, qui se font, qui se défont, qui vont prendre une autre forme, etc. Et que la notion dogmatique de classe sociale bloque l'analyse plus qu'elle ne l'aide. Eso quiere decir que la invitación del ICANN al profesor Maffesoli tiene que ver con la neointerpretación de las tribus. Claro, porque es que las tribus vuelven y es una muy bella alusión en el fondo. El pasado y todo este pasado tan rico que por ejemplo tenemos en Colombia, ese pasado prehispánico formidable. El año entrante vamos a celebrar justamente 100 años de las primeras excavaciones en San Agustín, que es una cultura monumental. Estos grupos humanos nos enseñan tantas cosas y justamente eso que nos enseñan debemos estar a la escucha de eso, porque tiene una enorme actualidad en los grupos juveniles, en los grupos de rap, en los grupos de rock, en las manifestaciones deportivas. Esa es la orgía colectiva, no en términos estrictos sensosexuales de la que habla Michel Maffesoli en La sombra de Dionisio. Y podríamos inclusive señalar algo muy bello, que es una de las fuentes del pensamiento de Michel Maffesoli, y es su maestro y amigo, el célebre antropólogo y sociólogo Gilbert Durand. Gilbert Durand escribió un libro fascinante que ha sido traducido a muchísimos idiomas que se llama L'Structure anthropologique de l'imaginaire. Y en las estructuras antropológicas de lo imaginario, Durand va a mostrar justamente, un poco traduciendo de una manera muy esquemática lo que Michel Maffesoli hace, es que estamos dejando ese régimen diurno, hierático, duro, que separa, esquizofrénico, de la imagen, del día, de que separa el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo claro de lo oscuro, esas dicotomías feroces de las cuales está cargado también el pensamiento sociológico, para ingresar a un régimen nocturno de la imagen, donde no es más esa espada y ese falo hierático, sino la copa, le creux, como diría Michel Maffesoli, y entonces ahí hay un cambio fundamental en las sociedades contemporáneas, en las sociedades postmodernas. Y lo curioso es que eso también se da en Colombia. Eso no es una cosa que solamente se esté dando en otro lugar, no. El laboratorio, lo decía Michel Maffesoli, que es una intuición muy fuerte de la posmodernidad, es en nuestras sociedades. Nosotros convivimos de una manera fascinante con la tradición, con algo de modernidad medio mal hecha, medio construida, que se nos dio del norte, pero también con formas elementales de la posmodernidad. Je peux rajouter quelque chose? Moi, je dirais que le travail de l'ICANN, et donc le travail des anthropologues ou des archéologues, qui eux réfléchissent sur la tribu stricto sensu, peut nous aider à réfléchir sur les tribus postmodernes. Alors, il y a des vraies différences, en effet, entre les tribus traditionnelles et les tribus contemporaines, postmodernes. Mais pour essayer de réfléchir à ces tribus postmodernes, l'aide des anthropologues est, de ce point de vue, importante. Sur quoi? Sur l'idée du sentiment d'appartenance, premièrement. Deuxièmement, le fait que les tribus traditionnelles
et les tribus postmodernes, et c'est de s'appareiller, de se mettre en rapport avec le monde dans lequel ils sont. En français, je sais que on ne peut pas le traduire en espagnol, mais je dis le lieu fait lien. Algo así como el lugar enlaza, produce lazo social. Voilà. Donc, voilà, donc des éléments que l'ethnologie, l'anthropologie, que les tribus traditionnelles peuvent nous aider pour penser les tribus postmodernes. Et l'image que j'ai donnée, moi, c'est l'image de la spirale. Vous voyez, c'est-à-dire non pas simplement la flèche du temps, non pas le cercle réactionnaire, non pas Hegel ou Nietzsche, mais ma proposition, c'est de dire, voilà, la spirale, on voit revenir les tribus anciennes qu'on avait cru dépasser, pas exactement au même niveau. Les tribus plus Internet. Voilà en quel sens c'est utile. Il y a une attitude complexe entre le travail anthropologique stricto sensu et l'analyse que moi j'essaie de faire de la postmodernité. Pero entonces ya el profesor Maffesoli entró en terrenos de la historia, ya es una nueva teoría de la historia. La historia no es un tiempo lineal ni es un tiempo circular, sino un tiempo espiral. Pero es clásicamente eso se encuentra también, pero eso es muy bello, porque eso se encuentra en pensamientos tan lindos como el elogio de la sombra de Tanizaki y en el pensamiento japonés, en donde efectivamente hay algo de blanco en lo negro y negro en lo blanco, es el yin y el yang, y esa estructura de la espiral supera la idea que es muy cuadriculada de algo que se proyecta, que tiene una finalidad, o de un eterno retorno que simplemente vuelve de una manera torpe, repetitiva. No, se vuelve pero distinto. Es decir, es como cuando uno sale de la universidad, usted se gradúa y vuelve a visitarla y es otro, pero el mismo, pero otro y el mismo. Es una gran paradoja. Y entonces eso es lo maravilloso de esa noción de espiral, que en el fondo tiene que ver con una categoría que tiene que ver con el enchevêtrement, es un entrecruzamiento. Y ahí se supera una concepción lineal o una concepción simplemente cíclica de la historia. Bueno, pero tendría que ver entonces con una afirmación fundante de la posmodernidad, que es la muerte de los metarrelatos. Evidentemente. Según esto, no hay un único discurso, pero sí hay un nuevo discurso. Hay múltiples relatos, hay múltiples voces, un poco como lo diría también un gran escritor, ¿no? Otras voces y otros ámbitos. Correcto, pero volvemos a una especie de reforma de la teoría o de las teorías, de la concepción de la historia. La historia es una confluencia de multiplicidades o unas múltiples confluencias que se repiten, se desechan, se innovan. Oui. Deux choses. Vous voyez que je suis rationnel. Trop rationnel. On me critique comme étant irrationnel alors que je suis très rationnel fondamentalement. Non, deux choses. Je pense qu'on est en train de passer d'une grande conception de l'histoire avec un grand H, la philosophie de l'histoire hegelienne, c'est-à-dire l'humanité est partie d'un point A de barbarie, arrivera à un point B de civilisation absolue. C'était ça l'histoire, la philosophie de l'histoire. Moi je pense que cette grande philosophie de l'histoire est finie. Par contre, il y a retour de ce que j'appelle moi les petites histoires, c'est-à-dire les histoires quotidiennes, ce que vit tel groupe, telle petite tribu, tel pays, etc. Donc je dirais le glissement de l'histoire aux histoires. Voilà. Et c'est ces petites histoires, moi, qui me paraissent importantes. D'ailleurs, méthodologiquement, on est en train, justement, d'utiliser les histoires de vie, par exemple, comme étant, justement... En anthropologie, ça exactement, aussi, bien la méthode anthropologique. Bien évidemment. Et le deuxième élément de ma réponse, c'est que peut-être même c'est la notion d'histoire qui est en train de laisser la place au destin. Voilà une autre proposition, c'est-à-dire l'histoire, on la maîtrise. Le destin... il faut faire avec. Tu me diras le mot espagnol tout à l'heure. Hay que hacer con él. Oui, connaître. Hay que rebuscarse. Voilà, c'est celui-là que j'aime bien. Potentiellement, l'idée même d'histoire, c'est que je maîtrise l'histoire. Mon histoire personnelle et l'histoire du monde. Le retour du destin, c'est un accommodement, c'est un ajustement, c'est un bricolage à la manière de Lévi-Strauss. Alors voilà ma réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rester sur cette conception linéaire de l'histoire. Il faut voir qu'il y a retour, à bien des égards, l'idée du sentiment d'appartenance, c'est un destin communautaire. L'histoire était sociétaire. Le destin est communautaire. Mais le destin, on ne le maîtrise pas tout à fait. Et ça, c'est un autre problème qui est, pour moi, au fondement même de la crise actuelle. Muy bien, entonces, antes de que vamos a la última parte, vamos a ver unos mensajes, otros mensajes y volvemos.
Fuerza de los Argumentos estamos hablando acerca de la sociología de lo cotidiano con una de las autoridades mundiales del tema contemporáneo, Michel Maffesoli. Bueno, estuvimos hablando, Fabián hizo referencia a las sombras, al lado oculto, y él ha contado que el diablo tiene su parte. Aquí la tradujeron como la tajada del diablo, pero es la parte diabólica. Si hay una parte hedónica, hay una parte también diabólica. ¿En qué consiste? Non, c'est tout simple. Je vais le dire très simplement. Cela a été dit par un grand romancier allemand qui s'appelle Camus. Est-ce que peut exister un homme sans ombre? Non. Il y a bien évidemment, on existe dans ce que l'on est parce qu'on a une ombre qui nous suit, si je puis dire. Et ma question que je pose, c'est la même chose. Est-ce que peut exister une société sans ombre? Non. Tout simplement parce que, là encore, restons dans la sémantique. L'humain est fait d'humus. Et l'humus est sombre. L'humus, en effet, c'est de l'ombre. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement clair. Il y a cette, Edgar Morin dirait, et il a très bien analysé cela, une dialogie, pas une dialectique, une dialogie entre justement ce qui est clair et ce qui est obscur. Un des livres qui a été écrit sur moi, c'est le clair-obscur de l'existence. Et en effet, tout ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on ne peut pas se contenter simplement d'analyser les aspects purement rationnels de notre manière d'être, mais qu'il faut voir le rôle des affects, des émotions, des passions, qui ne sont pas clairs, tout ça, voilà. Et donc, finalement, c'est... Alors, est-ce que c'est une sagesse démoniaque? Moi, je dis, moi, j'ai pas peur de ce mot, sagesse démoniaque. J'ai peur de rien, en général. Mais, disons, je dirais, c'est une... Pour être un peu moins brutal, je dirais, c'est une sagesse dionysiaque, c'est-à-dire une sagesse chtonienne, une sagesse de cette terre-ci, qui reconnaît qu'on est ce qu'on est parce qu'on est enraciné dans la terre. Voilà, c'est ça que j'appelle moi la part du diable. Y es muy interesante porque justamente esta parte del diablo guarda una afinidad electiva con lo que Yodishiro Tanizaki llama el elogio de la sombra. En las casas tradicionales japonesas hay un lugar oscuro que se llama el tokonoma. Y en el tokonoma se aprecian las mejores obras de arte de esa casa tradicional japonesa. Solo se pueden ver en las sombras. Entonces, la parte del diablo es justamente eso que nos permite hacer elogio de la sombra. Es ese lado que es un poco animalesco que todos tenemos. Y Michel Maffesoli lo ha dicho en este ciclo de conferencias en elogio, en homenaje a la obra de Jean Baudrillard, más nos vale apreciar la sombra, apreciar el mal que tenemos, porque también somos hechos de bien y de mal, no solamente del sumum bonum, no solamente del bien, sino también del mal, de la sombra, un poco también de lo diabólico, si usted quiere, por eso él no le teme a eso tampoco. Y si no apreciamos ese lado animalesco, ocurre lo terrible, el animal se bestializa. Entonces, una manera, en términos de pensar con fuerza de argumentos, esa parte de sombra, esa parte de mal, es elogiar la sombra, es también, si usted quiere, regocijarse en esa suerte de coincidencia oppositorum, en donde está lo uno y lo otro, no como en el pensamiento moderno tradicional que es o esto o aquello, no. La posmodernidad, y un poco lo que trata de pensar en todas estas obras de Michel Maffesoli, es que es y esto y aquello. Es decir, ahí el demonio no es solo de la parte oscura, hay demonios en el día y noche en el día, pero también hay día en la noche. Claro, pero es una confluencia de los contrarios, sí. Ya no esa obsesión, sí, pero ya no es esa obsesión por separar el bien del mal, sino integrar. Que todo... Oui, voyez, on peut se rappeler de ce qu'était pour Socrate son daimon. Et on traduit démon, mais daimon c'était l'esprit qui n'était pas forcément simplement l'esprit de la raison. On peut penser à Pascal, la raison et le cœur. On va trouver des quantités de penseurs importants qui montrent bien qu'on ne peut pas réduire la réalité à un seul principe, qui serait le seul principe de la lumière, de la clarté. Cela aboutit à Big Brother, cela aboutit à la grande idéologie de la transparence. Moi, je pense que reconnaître la part d'ombre, je dirais, c'est avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a de l'humus dans l'humain. Voilà ma définition. C'est-à-dire, et que cette humilité
me paraît être une manière en quelque sorte de la vivre pour éviter en quelque sorte que cette part d'ombre envahisse tout. L'exemple simple, et Fabien le rappelait tout à l'heure, quand on refuse l'animalité, on aboutit à la bestialité. On a deux exemples historiques, l'exemple communiste et l'exemple nazi. L'exemple communiste, dans le fond, c'était pour arriver à une société parfaite. La belle idée du communisme, ça aboutit au goulag. Les nazis, c'était dans un pays intelligent, philosophique, l'Allemagne, qui dans le fond a refusé cette part d'ombre et a abouti au camp de concentration. Vous voyez, voilà, dans le XXe siècle, deux exemples paroxystiques du fait que si je ne reconnais pas avec humilité l'aspect sombre qui est dans chacun d'entre nous, on aboutit à des formes qui sont stricto sensu perverses. Donc, en effet, il peut y avoir une sagesse démoniaque, en tout cas une sagesse du juste milieu qui reconnaît le fait qu'un homme sans ombre n'existe pas. Y esto es muy bello porque en esa sabiduría del mal, en esa sabiduría de la sombra, inclusive demoníaca, hay algo creador, hay un principio creador. Y numerosos poetas y artistas se inspiraron en las sombras para producir obras majestuosas como la de Baudelaire y otros grandes poetas que descubrieron justamente esa posibilidad creadora que hoy vuelve en la posmodernidad. Bueno, y se habla entonces de la posibilidad de que la animalidad se pueda bestializar. Sí, eso es algo que puede ocurrir si usted no acepta la animalidad. Correcto. Resulta que los problemas que vienen hoy en el Oriente Medio, y volviendo a la política de forma tradicional, en el Oriente, Israel y los palestinos, toda la ola de protestas por los gobiernos y las intervenciones del mundo occidental con Estados Unidos al frente, ¿no es eso una manifestación de la bestialidad? Oui, parfois oui, évidemment. Bien sûr. On a là un exemple paroxystique et caricatural du fait de vouloir imposer le bien. Par exemple, quand les États-Unis vont imposer censément la démocratie dans des pays pour lesquels la démocratie n'est pas forcément une valeur. Et on a typiquement quelque chose qui ne peut être que pervers, qui ne peut aboutir qu'à des résultats pervers. Des résultats, comment on appelle ça, des effets pervers. Effectos perversos. Des effets pervers. Oui. En grec, moi j'aime bien le grec, c'est hétérotélie, c'est-à-dire un autre but que celui qui était fixé, en quelque sorte. Et voilà, on veut imposer le bien, en la matière la démocratie, et ça aboutit exactement à son contraire. On va le voir d'ailleurs bientôt avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, où, d'une certaine manière, on voulait imposer des valeurs occidentales dans des pays qui ne se reconnaissent pas dans ces valeurs. Voilà, donc là, il y a un vrai problème. Hay una obra en ese sentido literaria en Colombia y hay une œuvre littéraire en Colombie qui s'appelle Délivrez-nous du mal, du bien, pardon. Líbranos del bien, d'un auteur colombien assez connu, parce que justement fait une critique à ceux qui veulent imposer le bien. Et cet auteur va signaler comment le bien est une grande tentation, plus grande tentation que le mal. Intéressant ça, intéressant. Bueno, entonces llegados a este punto, ¿por qué decimos que estamos en posibilidades de reencantamiento? Voilà. Là, j'en sais rien, moi, c'est justement ce que j'appelle, moi, une inversion de polarité. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette idée qu'il y a des grands cycles. Et que le grand cycle moderne, je redis l'idée weberienne, a consisté à désenchanter le monde, démagifier le monde, la technique participant de ce désenchantement du monde, et que d'une manière qui est assez paradoxale, on voit actuellement revenir, c'est ça ma spirale, on voit revenir, pas exactement au même niveau, des éléments prémodernes, traditionnels, magiques, réenchanteurs. Alors regardons les choses simplement. Le succès de Harry Potter, le succès du Seigneur des Anneaux, le succès de livres comme Paulo Coelho, du téléphone portable, le rapport que l'on a avec ces objets techniques qui sont des totems. Et voilà, je dirais que ma constatation, j'ai écrit d'ailleurs là-dessus, montre que ce développement technologique aboutit à une forme de réenchantement du monde et cela s'inscrit dans ce que j'appelais le vitalisme tout à l'heure. C'est-à-dire voir comment, encore une fois, je maintiens, j'insiste
Ces jeunes générations sont très vitalistes, réenchantent le monde grâce à leur développement technologique. Muy bien, señores, el tiempo se nos ha terminado. Hay que agradecerle al profesor Maffesoli y al profesor Sanabria este manjar de ideas que nos dejan para los argumentos de nuestra sociedad. Ustedes saben que este programa tiene como fin dejar algunas ideas para la libre consideración y los hemos tenido hoy por fortuna para nosotros. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en el programa, por visitar a la ciudad y usted sabe que la ciudad de Medellín es su casa. Merci. Profesor Sanabria. Muchísimas gracias, muchas gracias a Michel por estar entre nosotros y él sabe también que Colombia lo quiere y pues nos sentimos muy complacidos desde el ICANN, la Universidad de Antioquia y todas las instituciones que se unieron para esta visita tan grata de Michel Maffesoli a nuestro país. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Cuando quiera conocer el demonio en vivo, venga a Colombia.